De l'actualité, Stanislas Waro joue la carte de la prévention. Afin d'éviter les crises dans son département, il a rencontré le Haut Conseil du dialogue social. Les échanges entre Jean-Marc Domba et Stanislas Waro ont également porté sur les assises nationales de l'éducation prévues en septembre prochain. Et puis le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, dans le cadre du suivi citoyen des travaux routiers, s'est intéressé à 3 projets routiers de l'État burkinabé, notamment la RN4, l'axe Mangazabré et l'axe Kanchari, frontière du Bénin. De ces recherches, il ressort des manquements qui laissent planer un doute de corruption. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et à tous. Les guichets sont restés fermés depuis hier à la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Et pour cause, la coordination des sous-sections des syndicats de la mobilité urbaine et de la sécurité observe une grève de 72 heures pour exiger la satisfaction de leur plateforme revendicative axée sur 13 points. Les militants de la coordination se sont retrouvés à la Bourse du Travail afin de manifester leur détermination à maintenir la pression pour de meilleures conditions de travail. Je vous propose d'entendre Boukari Sawadogo. Il revient sur quelques points de leurs revendications. Il faut dire que dans la plateforme, il y a 13 points qui sont inscrits. Et le premier est relatif au respect des libertés syndicales. Vous êtes au courant que depuis un certain temps, nous constatons une remise en cause des libertés syndicales. Donc on a mis ce point pour demander au gouvernement de continuer à respecter les libertés syndicales. Le second point est relatif aux contractuels. Et vous avez souvenance que lors du conseil du ministre de 10 mars, le conseil du ministre a autorisé l'intégration des contractuels. Il faut rappeler que nous avons des contractuels au sein de la DGTM qui étaient payés dans le fonds d'équipement. Il faut dire sur des prétendues réformes, et on a supprimé ce fonds d'équipement-là. Donc, du coup, ces contractuels-là ne sont plus payés. Donc, comme le gouvernement a autorisé leur intégration, nous, on demande à ce que le gouvernement diligente, parce que ce n'est pas facile. Depuis un certain temps, ce sont des contractuels qui n'ont plus de revenus. Donc, c'est une situation qui n'est pas facile. Il y a également un autre point relatif aux examinateurs. Vous savez que les examinateurs qui officient les examens sur le terrain, notamment de permis de conduire, et on doit les payer. Donc il faut dire que depuis 2019, ces examinateurs traînent des aérés. Donc nous, on a demandé à ce que ces aérés-là soient payés. Et également demander à ce qu'il y ait des critères de sélection des examinateurs parce qu'il y a trop d'incrimination vis-à-vis de ces examinateurs-là. Donc dans l'intérêt de tous, nous, on veut qu'il y ait des critères clairs de sélection pour sélectionner ces examinateurs afin de résorber ces incriminations-là. Vous venez de le voir, certains agents du ministère en charge des Transports observent un arrêt de travail de 72 heures pour éviter de telles crises. Le ministère en charge de l'Éducation nationale joue la carte de la prévention. Le professeur Stanislas Waro, qui a à sa charge plus de 100 agents, 28 structures syndicales et près de 5 millions d'élèves, est allé rencontrer le HCDS, le Haut Conseil du dialogue social. Les assises nationales de l'éducation prévues en septembre 2021 étaient également au cœur des échanges. Jean-Marc Domba et Stanislas Waro conviennent tous d'œuvrer ensemble pour une participation massive des acteurs de l'éducation. Luc Pagbelgem. Ce qui amène le ministre Stanislas Waro, chargé de l'éducation nationale chez Jean-Marc Domba, président du Haut Conseil du dialogue social, les assises sur l'éducation nationale. Pour la réussite de cet événement important pour le département de l'éducation, le premier responsable veut ratisser large. Le ministère en charge de l'éducation au Burkina est le plus grand ministère en termes d'effectifs et en termes même de complexité. Nous avons 119 000 agents de fonction publique sur 215 000 environ. Nous avons 28 structures syndicales, nous avons plus de 5 millions d'élèves et donc on ne peut pas manquer chaque jour de difficultés et de discussions permanentes. Et donc pour réussir sa mission dans un tel ministère, il faut promouvoir le dialogue social et c'est une institution qui fait la promotion du dialogue social et c'est pour ça qu'il est bon que le ministère en charge de l'éducation soit permanemment en contact avec cette structure. Mais aujourd'hui, nous sommes venus ici pour rencontrer le président du Haut Conseil du dialogue social ainsi que ses collaborateurs
pour parler donc des assises nationales sur l'éducation nationale que nous souhaitons organiser. Et ces assises-là, le principe d'organisation de ces assises a été donc adopté le 31 mars 2021 en Conseil des ministres et conformément aux engagements que le président de FASO a pris dans son document de société. Et on a été instruit donc de travailler à une participation de toute la communauté burkinabé parce que l'éducation est l'affaire de tous et aucun pays ne peut se développer sans éducation de qualité. L'éducation nationale est l'affaire de tous, dira le président du Haut Conseil du dialogue social, entouré de ses collaborateurs. La démarche du visiteur du jour, première du genre, est fortement saluée. Il nous a fait un exposé de la situation dans l'enseignement, les différents problèmes qu'il y a, pourquoi il faut aller aux assises, quels sont les objectifs. Nous prenons l'engagement donc de les accompagner, de leur donner nos points de vue et de les accompagner sous quelque forme que ce soit pour que, au sortir de ces assises, on ait une école qui soit performante et qui aide effectivement au développement du pays. Parce qu'on ne peut pas continuer tel que c'est aujourd'hui. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Il faut à un moment donné avoir le courage de s'arrêter, de réfléchir et prendre une autre direction. Depuis l'annonce des assises sur l'éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a entamé une tournée auprès de certaines institutions. Avant le rendez-vous majeur, des rencontres régionales sont prévues afin de recueillir tous les avis, propositions et recommandations pour un décortiquage profond du système éducatif au Burkina Faso. Le Burkina Faso procède depuis quelques années à l'inauguration de nouvelles infrastructures routières, des infrastructures routières qui réjouissent les populations certes, mais qui ont du mal à résister très souvent aux premières pluies. La problématique sur la qualité de ces ouvrages se pose donc. Le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, dans le cadre du suivi citoyen des travaux routiers, a jeté un regard sur 3 projets routiers de l'État burkinabé. Il s'agit notamment de la RN4, de l'axe Manga-Zabré et de l'axe Kanchari frontière du Bénin. De ces enquêtes, il ressort des manquements qui laissent planer une odeur de corruption selon le réseau Archimède Boy. Le mauvais état de la route nationale numéro 4 sur son axe Gungue-Fada a suscité une manifestation de colère le 24 avril dernier à Fadangoma, dans l'est du pays. La RN4, un axe routier qui fait également l'objet d'un suivi citoyen du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption. Ce mardi, cette organisation procède ici à la restitution des résultats de son travail de suivi citoyen. Pour le RENLAC, le retard constaté dans la construction de cette route laisse planer des soupçons de corruption. Vous savez, tout manquement à ces obligations peut être considéré comme soupçon de corruption. Voilà, quand vous partez, si vous devrez faire quelque chose à l'heure et que vous ne le faites pas à l'heure, on peut déjà mettre ça dans le cadre de ce qu'on appelle la corruption discrète. La corruption discrète, là, c'est une forme de corruption qui peut s'appliquer à toute personne qui manque à ses obligations. Voilà, donc à ce niveau, je pense qu'on peut déjà, en tout cas, soupçonner quelque chose. En plus de cet axe, 2 autres projets routiers de l'État sont concernés par ce suivi citoyen du RENLAC. Il y a la route Manga-Zabré, inaugurée par le chef de l'État le 24 avril dernier. Et enfin, l'axe Kanchari-Diapaga-Tansaga, frontière du Bénin, dans la région de l'Est. Un projet qui peine encore à voir le jour, selon le RENLAC. Voilà, il y a des localités où les travaux n'ont même pas encore commencé. Quand nous prenons par exemple le cas de Diapara, l'infrastructure, la route Diapara, frontière du Bénin, n'a même pas encore commencé. Voilà, pour des raisons de soi-disant sécurité, alors que bon, l'autre lot, il y a 2 lots là-bas, le premier lot est presque fini, alors que le deuxième n'a même pas encore commencé. Pourtant, c'est dans la même localité. Donc, ça, c'est des recommandations que nous avons eu à faire pour que vraiment cette entreprise qui est bénéficiaire de ces marchés depuis longtemps, qui n'arrive pas à l'exécuter, qu'on puisse en tout cas le réattribuer à une autre entreprise qui va s'exécuter, parce que la population est réellement dans les besoins. Au-delà de ces 3 projets routiers, le suivi citoyen du RENLAC a également concerné les différents chantiers réalisés dans le cadre de la commémoration du 11 décembre 2019 et 2020, respectivement à Tenkodogo et à Banfora. Des recommandations sont attendues de cet atelier en vue de parfaire ces projets pour le bonheur des populations.
De quoi réjouir le RENLAC dans sa lutte contre la corruption au Burkina Faso. Un séminaire sur les textes juridiques anti-corruption se tient depuis hier à Koudougou. L'initiative du PNUD vise à faire des diagnostics, mais aussi des prescriptions sur l'ensemble de l'arsenal juridique dont dispose le pays afin de faire face au phénomène de la corruption qui impacte négativement le développement. Arsène Konditomde nous en dit plus. Le dernier rapport sur l'indice de perception de la corruption de Transparency International classe le Burkina Faso au 86e rang mondial sur 180 pays. Avec seulement 40 points obtenus sur 100, le Burkina Faso connaît un recul pour la 3e année consécutive. C'est pour éviter au pays de poursuivre sur cette lancée que se tient ce séminaire de réflexion sur le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la corruption. L'accent va être mis sur justement la contribution ou en tout cas ce qui doit être fait au niveau du Burkina Faso pour revigorer la lutte anticorruption, pour faire en sorte qu'effectivement les instruments juridiques internationaux qui sont ratifiés puissent être accompagnés d'un recul drastique du phénomène sur le terrain à travers certainement la prévention, mais également à travers la répression lorsque des personnes viendraient à être épinglées de façon en tout cas concrète sur le terrain. Au Burkina Faso, l'autorité supérieure de lutte contre la corruption est en pole position dans la lutte contre ce phénomène. Un travail titanesque dans lequel la SELC est appuyée par la société civile et la presse nationale. À ce jour, l'insuffisance des moyens financiers plombe sérieusement leurs actions. La lutte contre la corruption suppose beaucoup de moyens, ce dont on ne prend pas souvent conscience en comptant uniquement sur la vertu des hommes. Or, quand on instaure la déclaration d'intérêt de patrimoine, il ne s'agit pas simplement que les gens déclarent, il faut que la structure qui reçoit les déclarations puisse les vérifier. Or, la vérification suppose des ressources humaines et des ressources financières. Les participants à ce séminaire sont entre autres des membres des organisations de la société civile, des agents judiciaires de l'État et des journalistes. Ce cadre de dialogue devrait leur permettre de faire le diagnostic de la situation et également des propositions. Le PNUD résolument engagé sur divers chantiers au Burkina Faso. Dans le cadre du projet d'appui aux processus électoraux, la Commission électorale nationale indépendante et le Programme des Nations Unies pour le développement tiennent depuis hier à Ouagadougou un atelier de capitalisation sur la participation politique des jeunes. L'idée étant de mettre les jeunes au cœur du système démocratique. Justin Amonto. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD veulent, à travers le PAPE, projet d'appui aux processus électoraux du Burkina Faso, augmenter les taux de participation des jeunes au processus électoral. C'est l'objectif de cet atelier d'échange et de concertation. Il se trouve que le système libéral que nous appliquons a un problème dans le cadre de la mobilisation des jeunes. Et il faut réfléchir, et surtout ces criades dans les pays jeunes comme les nôtres, où naturellement la jeunesse est la plus importante. C'est pour cela qu'il faut forcément qu'on trouve une formule, il faut qu'on réfléchisse pour que les jeunes soient au cœur, évidemment, du système démocratique. Nous appuyons le gouvernement et bien sûr la CENI pour tout le processus électoral. Une composante dans ce projet, c'est d'aider à faciliter, à renforcer la participation politique des femmes et aussi des jeunes. Selon les estimations de la CENI, les élections couplées de 2020 ont enregistré une faible participation des jeunes. Sur plus de 2000 jeunes candidats aux élections législatives de 2020, seuls 2 jeunes de moins de 35 ans siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le système politique au niveau du Burkina Faso ne permet pas à la jeunesse de s'imposer. Par exemple, si vous voulez être candidat, il faut bel et bien faire partie du choix du parti politique. Également être positionné sur les listes électorales. Et donc le travail ici, c'est de plaider auprès des partis politiques pour que si c'est le cas, qu'il y ait des jeunes qui soient positionnés sur les listes électorales et que les jeunes fassent partie des candidats au niveau des différentes instances des partis politiques pour permettre aux jeunes d'avoir accès aux différentes instances de prise de décision.
Pendant 2 jours, ces acteurs intervenant sur les questions de jeunesse vont réfléchir pour trouver une stratégie motivatrice afin de favoriser une participation politique élevée des jeunes au Burkina Faso. On en vient au grand format de ce 13h consacré à la galère des agents du ministère en charge de la culture en attente de leur mandatement. Plus de 9 mois pour certains et 13 mois pour d'autres qu'ils attendent de recevoir leur mandatement, une sorte de cumul pécunier lié à leur salaire que le gouvernement doit leur verser avant de rejoindre leur poste d'affectation. N'ayant pas encore reçu cet argent, ces agents plaident auprès des ministères en charge de la culture et de la fonction publique pour qu'une solution soit vite trouvée. Benjamin Kwame. Seydou Ouedraogo fait partie de la quarantaine d'agents du ministère dirigé par Élise Tchombiano. Il a obtenu le concours direct pour être un agent du patrimoine culturel, puis s'en est suivi une formation de 18 mois. Une formation qui a pris fin depuis mars 2020. Plus d'une année que Seydou est à la maison. Il a reçu sa note d'affectation seulement qu'en février 2021. Nous avons fini la formation depuis mars 2020. Aujourd'hui, ça fait 13 mois que nous sommes là. C'est le 12 février que nous avons reçu les notes d'affectation. Et le 15, moi personnellement, je suis allé prendre service ici du centre-ouest à Koudougou. Prendre service pour un jeune et nouvel agent d'État demande des dispositions et des prédispositions à divers niveaux. Seydou Ouedraogo s'est présenté à son poste, mais sans son mandatement. Difficile donc pour lui de s'installer à Koudougou, car n'ayant pas de minimum vital selon lui. Et comme lui d'ailleurs, Mohamadi Sankara, un autre agent, n'a pas reçu de mandatement. Le mandatement, c'est le salaire de base calculé à partir de la sortie de l'école de formation jusqu'à ce que le jour où vous serez affecté. Sans argent, difficile donc pour eux de prendre fonction. Ils ont fait comprendre que quand tu es affecté, tu dois aller prendre service. Par exemple, quelqu'un qui est à Ouagadougou, qui est affecté à Koudougou, voilà, il n'a pas reçu de mandatement, il n'a rien, alors qu'il doit aller prendre une maison là-bas. Ils ont entrepris des démarches à l'endroit de leur ministère, nous confie-t-il. Au niveau des ministères, on prend des renseignements. Nous font savoir que le problème n'est pas à leur niveau, que le problème se trouve au niveau du ministère de la fonction publique, qu'il y a des actes d'intégration qui devaient être signés. Jusqu'à présent, ce n'est pas signé. Donc il faut qu'ils signent pour les envoyer et ils vont traiter, envoyer ça à la sorte. Le ministère de la Culture, qui reconnaît effectivement la lenteur dans cette procédure de mandatement, mais qui reste convaincu qu'il n'y a pas de souci majeur à leur niveau. Lui qui souligne qu'il appartiendrait au ministère de la fonction publique de produire des arrêtés d'intégration avant toute autre étape. Lors du tournage de notre reportage, le ministère de la fonction publique ne s'était pas encore manifesté à notre égard sur le sujet. 96 heures après les échanges avec les agents concernés, nous sommes contactés par le département de Séni Ouedraogo et il nous est spécifié que les arrêtés d'intégration des agents ont été déjà effectués depuis le 16 mars pour certains. Pour ce qui concerne les sortants de l'ENAM, nous avons élaboré tous les actes qui sont dans les circuits. Et quand on dit qu'ils sont dans les circuits, ça veut dire que nous avons élaboré les actes. Les gens ont des matricules. S'ils rentrent sur le CGSP, ils vont se rendre compte qu'ils ont des matricules. Ouedraogo, c'est le guide des animateurs. Il a été intégré pour compter du 1er avril 2020. Et son acte d'intégration est bel et bien signé. L'acte d'intégration déjà signé, pourtant les agents n'avaient pas été notifiés il y a 4 jours au point de demander aux deux ministères d'accélérer le processus. Le problème qui se pose là, c'est le problème d'argent. Voilà, c'est que nous, on souhaite vraiment que l'administration publique revoie en fait le temps que le mandatement prend avant de venir. Mathurin Ouedraogo tente d'expliquer que certains dossiers non traités sont dus à des erreurs de patronyme par exemple, mais il rassure qu'en ce 27 avril, leur rappel a été effectué en attendant les indemnités. Ceux-là qui sont jusqu'à présent n'ont pas de matricule, ça veut dire qu'ils ont un problème qui leur est spécifique. Il y en a qui ont vraiment des problèmes sur leurs actes. On ne peut pas prendre un dossier avec des noms uniformes comme ça. Voilà, si cette partie-là n'est pas remplie, ça veut dire qu'il... Non, c'est nous. Mais bon, quand nous signons, on le fait. Voilà, et c'est fait. Il aura son salaire. Les dossiers comportant des erreurs sont en train d'être traités, rassure également le directeur de la gestion des carrières. Contacté au moment où nous bouclions ce dossier, Seydou Ouedraogo et Mohamadi Sankara confirment avoir perçu leur incidence financière. On vous le rappelle, c'est 13 mois après la fin de leur formation que ces agents du ministère de la Culture ont pu percevoir le mandatement.
Face à la presse hier, la CCVC dénonçait la flambée des prix des denrées alimentaires de grande consommation. Un peu plus loin en Algérie, c'est la même situation. Les populations n'en peuvent plus. La crise économique renforcée par la pandémie de la Covid-19 est le nœud du problème. Les Burkinabés, tout comme les Algériens, interpellent le gouvernement. En Algérie, la crise économique, renforcée par la pandémie de la Covid-19, a provoqué une pénurie des denrées de base et par la même occasion, une véritable flambée des prix. Résultat, les consommateurs doivent se serrer la ceinture comme rarement auparavant. Les pommes de terre sont devenues très vite très chères. Leur prix était accessible à tous et puis d'un coup, elles sont devenues très chères. Pourquoi? Est-ce que c'est de l'or? Non. Tout est devenu hors de prix. Le poulet, la viande rouge, tout. Il n'y a que le pain dont le prix n'a pas augmenté. Tout le monde se rejette la balle. Personne n'est... On ne sait pas qui sont ces gens qui sont derrière tout ça. Le noyau, ils n'arrivent pas à le trouver. Qui est-ce qui dirige les ficelles? On ne sait pas. Mais le dindon de la force, c'est nous. Le dernier, c'est nous les consommateurs. Principale cible des consommateurs dans cette chaîne alimentaire, les commerçants rejettent pour leur part la responsabilité sur les producteurs. C'est la faute des agriculteurs, personne d'autre. C'est l'agriculteur qui fixe le prix initial. Nous prenons juste un pourcentage sur la marchandise, c'est tout. Personnellement, je touche 20 dinars ou 50 dinars suivant le produit. Face à cette inflation galopante, l'impuissance de l'État est montrée du doigt. Chaque semaine, de nouvelles familles algériennes se retrouvent en situation de précarité et contraintes de faire appel aux associations de bienfaisance. Voilà, c'était le journal de la mi-journée de la rédaction de BF1. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour notre point de l'actualité.